pour ce Zoom. Mon invité est Stéphane Edouard, le sociologue. Stéphane Edouard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fait connaître du grand public en devenant le sociologue de M6 pour les émissions de télé-réalité. Est-ce que ce portrait est néanmoins suffisant pour vous décrire ? Alors, pour être précis, je me suis surtout fait connaître en me faisant virer. C'est-à-dire que la notoriété est arrivée avec l'exfiltration. C'est quand des groupuscules activistes ont décidé que je ne communiais pas suffisamment dans la chapelle de la bien-pensance, qu'elles ont mis en place les moyens habituels sur les réseaux sociaux et asociaux, pétitions, signalements, appels au meurtre, etc., pour me faire exfiltrer, ce que la chaîne n'a pas manqué de faire. Après, bon, la télé-réalité, comment dire, c'est un univers dans lequel il est quasiment presque impossible de dire quelque chose qui s'approche de la vérité, quoi. Alors pourquoi vous êtes allé ? Eh bien, j'y suis allé car on me donnait les moyens de tester in vivo des théories sur lesquelles je n'avais pas de moyens de tester. On m'offrait un échantillon de milliers de personnes disposées et bienveillantes à participer à des expériences de psychosociologie. On allait être mariés du premier regard. Ah ben, ils l'ont été. Ils l'ont été. Oui, mais ils ne sont pas restés. Ah, si vous saviez à quel point j'aimerais vous en parler, et si vous saviez également à quel point je ne peux pas vous en parler. Je suis tenu à certaines réserves. Vous avez été viré. Oui, mais malheureusement, il existe en droit quelque chose qu'on appelle des clauses léonines, qui sont des clauses qui survivent à la fin de votre contrat. Donc ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais je suis malheureusement dans l'impossibilité, à moins que vos suiveurs, vos followers se cotisent pour payer mon procès, qui ne manquera pas d'arriver, croyez-moi, vu les recommandés que j'ai reçus. À moins que tous vos followers se cotisent pour payer mon procès et mes condamnations, je ne révélerai rien, et ça me désole, sur cette émission de télé-réalité. Alors, on va quitter la télé-réalité, encore que, pour aller, finalement, puisque je me suis dit, il faut parler d'un sociologue, j'ai été chercher un autre sociologue qui parle le mieux d'un sociologue qu'un autre sociologue. En l'occurrence, j'ai lu ce que Jean-Claude Kaufmann a dit de vous, et c'est quand même gratiné et assez peu confraternel. Et il dit, quand on parle de vous, Stéphane Edouard, il met le mot sociologue entre guillemets et précise que vous n'avez jamais eu aucun échange avec la communauté académique. Alors, est-ce que vous êtes vraiment sociologue ? Alors, il faut savoir les sujets qui vous sont proposés par les laboratoires de recherche pour vous gratifier du tag de l'étiquette sociologue. Un sociologue, dans leur jargon, est quelqu'un qui a fait une thèse, et une thèse et ce sont des années que vous passez à travailler pour eux sur des contenus sponsorisés, c'est-à-dire sur des contenus, vous ne choisissez pas l'axe de recherche, ce sont des contenus sponsorisés par une entreprise privée ou par l'État. Donc en gros, ce sont des gens qui travaillent sur des problématiques qui n'intéressent quasi personne. Vous n'entendez jamais dans le débat médiapolitique quasiment de sociologues. Les commentaires d'actualité sont faits par des écrivains, des journalistes. Les sociologues se sont totalement fait exfiltrer de l'analyse finalement économique et sociale, alors qu'ils devraient en être au cœur. Et dans ces attaques de Kaufmann et ses confrères, je vois une certaine forme d'aigreur finalement, une certaine forme d'acrimonie, de voir que quelqu'un qu'ils trouvent peut-être un petit peu trop jeune ou qui parle un petit peu trop normalement, avec un petit peu moins de jargon verbeux, même si je sais le faire quand je veux le jargon verbeux, et bien finalement est plus consulté, plus écouté et plus suivi qu'eux-mêmes. Il y a une certaine forme d'ingratitude, je trouve, qu'ils me montrent, puisque j'ai apporté une visibilité à cette science humaine dont finalement on parlait assez peu. Vous avez fait des études de sociologie ? Oui, j'ai un DEA de sociologie. Je suis ingénieur et sociologue. Je suis les deux. Et parce que je suis le contraire d'ingrat, j'ai voulu leur apporter une certaine visibilité. J'ai voulu que les gens lisent un petit peu de sociologie sur leur temps libre, ce que personne ne fait, très sincèrement. Et ils m'en ont assez peu remercié en me qualifiant de termes, effectivement... Ce Kaufmann, il semble ne pas vous en vouloir vraiment d'avoir été le sociologue au moins pendant quelques temps de M6, parce qu'il vous reproche d'avoir monté un site internet, homme d'influence, qu'on peut bien évidemment consulter, proposant du coaching en éducation. Quel est l'objectif d'une chaîne de coaching en séduction, pardon, plus qu'en éducation, oui, séduction. Alors, dans la bouche de notre oligarchie intellectuelle, coach, en fait, est le qualificatif le plus dépréciant. C'est très dépréciatif, c'est ce qu'on dit de quelqu'un à qui on refuse toute valeur intellectuelle, à qui on ne reconnaît pas ses diplômes. On dit, puisque tu n'es rien, tu n'es pas médecin, tu n'es pas psychiatre, tu n'es pas chercheur, etc., tu dois être un petit coach. Donc on voit qu'en fait, ce qui les hérisse, c'est d'une part, effectivement, que je n'ai pas soumis mes travaux à leur validation,
car moi, la validation, c'est simplement mon succès, mon audience, les gens qui me suivent, les gens qui rémunèrent mes contenus. C'est ça ma vraie validation. Je n'ai pas fait allégeance à eux, je ne leur ai pas soumis. Ils n'ont pas eu le droit de vie ou de mort latin sur moi. Je me suis émancipé de leur tutelle, ça les a beaucoup agacés. Et en plus, je gagne bien ma vie, ce que je fais fonctionne très très bien. Alors que eux, c'est quoi un sociologue d'État? C'est quelqu'un qui mendie chaque année pour son laboratoire des subventions à l'État. Donc effectivement, émancipation et argent, ce sont deux notions qui s'articulent pas très bien avec leur vision du monde. Et là, on se rejoint avec la politique. Oui, mais là, le reproche, il est de fond. Ce qui vous reproche, c'est votre réaffirmation de l'identité masculine. Parce que votre coach de séduction, c'est quoi? C'est vous adresser principalement à des jeunes hommes un peu désemparés avec leur rapport avec les femmes. Jeunes hommes désemparés, bon, ça peut être moi. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes hommes désemparés? Non, mais alors moi, d'abord, ça c'est un mythe, ça fait partie, encore une fois, du côté dépréciatif. Sur YouTube, je vois que plus de 40% de mes suiveurs et suiveuses sont désormais des femmes, et je ne réaffirme ou je ne prône aucune identité masculine. Il y a des courants qui le font, notamment aux États-Unis. Moi, simplement, je me bats contre une tendance très contemporaine consistant à gratifier positivement tout ce qui est féminin, comme si la femme était espèce l'avenir de l'homme indépassable, la douceur, l'empathie, la bonté, la poésie, et une gratification négative de toutes les valeurs masculines qui seraient la confrontation, l'analyse, voilà. Et simplement, en mettant au jour ce que Jung appelait le Geistzeit ou le Zanggeist, je parle très mal allemand, enfin bon, quelque chose comme ça, c'est-à-dire la face obscure de chaque sexe, de chaque genre, dirions-nous aujourd'hui, en rappelant qu'il y a une face obscure masculine et une face également obscure féminine, mais tout à coup, on se retrouve avec des actions coercitives de groupes dont on ignorait l'existence, des petits groupes obscurs de gens sous pseudo sur Facebook et autres qui vous menacent, montent des pétitions contre vous, vous font évincer parce que simplement vous avez rappelé au monde que la femme a également une part obscure. Voilà. C'est ces sujets-là que l'on estime au début anecdotiques en se disant je vais parler des femmes, donc je suis hors du champ politique, je suis hors du champ de la violence. En réalité, c'est tout à fait faux. Parler des hommes et des femmes, c'est un sujet on ne peut plus politiser. Est-ce qu'on ne vous reproche pas finalement de vous en prendre à ce qu'on appelle le féminisme 2.0, qui serait devenu le pire adversaire finalement de la femme réelle? Est-ce que c'est pas ça qu'on vous reproche, et de ne pas accepter la victoire, même si elle est ambiguë, du féminisme? Effectivement, je pense que comme tout le monde, comme tous les gens qui pensent, que l'histoire est écrite par les vainqueurs, évidemment, comme vous le savez très bien, et que le féminisme, non seulement est revendiqué par des gens qui nous représentent quand même, mais en plus, on ne prend jamais le temps, car je vous remercie d'ailleurs de m'accorder ce temps, on a plusieurs minutes pour enfin développer une idée, on ne prend jamais le temps de mettre en perspective historique ce mouvement qu'on appelle féminisme. Alors, on se dit, comme la racine c'est femme, ça doit être féminin, donc ça doit être quelque chose pour le bien. Mais premièrement, comme disait je ne sais plus qui, la pente n'a pas besoin de défenseurs, donc le progrès n'est pas forcément celui qui a besoin de plus d'analyse et de réflexion. Et en plus, on ne prend jamais en compte, si on prenait en compte le temps long, et qu'on se rappelait que le féminisme était d'abord un combat pour les droits civiques, pour l'égalité des droits civiques, de vote, de reconnaissance de statut, etc., on verrait que finalement, on se bat pour quelque chose qui est advenu. L'égalité des droits est là, l'égalité des chances est là. Et là arrive le féminisme, non pas 2.0, mais 3.0, qui est un féminisme identitaire radical, ayant constaté que l'égalité des chances au départ donnait des inégalités à l'arrivée. On a les mêmes droits d'entrée à l'école, mais à la fin, on a des salaires différents. Et donc, si les salaires sont différents alors que les diplômes sont les mêmes, et que ça ne peut pas être la faute des femmes car elles n'ont aucun défaut, évidemment, elles sont toujours gratifiées positivement, alors ça doit être la faute de l'homme blanc, cisgenre, d'une cinquantaine d'années, qui évidemment, dès qu'il rentre chez lui le soir, fomente bien évidemment, à étouffer les opportunités féminines. Donc il y a toute cette machinerie idéologique cachée qui est complètement détachée du féminisme historique qui revendiquait la simple égalité des droits, des chances et des statuts, ce pour qui n'importe qui de normal est pour. Je veux dire, personne ne conteste le fait que nous ayons droit aux mêmes chances, opportunités, etc. Simplement, il y a une confusion mentale absolument incroyable, et dès que vous tentez de remettre un tout petit peu les choses à plat sur des notions comme est-ce qu'on veut l'égalité ou l'équité?
et ce qu'on veut, eh bien, tout à coup, vous êtes soumis à l'anathème, vous êtes menacé et vous sortez de la bien-pensance et vous êtes réduit à survivre sur Internet. Ce n'est pas arrivé qu'à moi. En fait, est-ce que la question qui se pose, c'est pas votre relation avec les femmes ? La femme, pas avec les femmes, avec la femme. Je me dis ça parce que je regardais, je lisais les attaques qui sont portées contre vous et je pensais systématiquement à Zemmour, Éric Zemmour, qui avec son ouvrage Le Premier Sexe, il y a quelques années, et puis aussi la signature de la pétition Touche pas à ma pute, a été accusé d'être misogyne, sexiste, machiste, comme vous. Mazarine Pageot avait même dit de Zemmour qu'il faisait l'apologie du viol. Oui, alors en fait, faire l'apologie du viol, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le point de Godwin dans les discussions politiques. Vous savez, le point de Godwin étant le moment où Hitler arrive à la table. Voilà, où tout à coup... c'est la faute d'Hitler. Il faudrait envahir la Pologne, agrandir notre espace vital, etc. Il y a l'équivalent dans une discussion de relations homme-femme, c'est à un moment, à court d'arguments, vous feriez l'apologie du viol, avec cette espèce de transformation sémantique très étrange, où pour ces gens, le viol ne serait pas l'expression violente, brutale et condamnable d'un désir qu'un pauvre type complètement désocialisé et atomisé n'arriverait pas à canaliser. Ça n'aurait plus rien à voir ni avec le désir, ni avec l'attirance, ni avec la sexualité, car prétendre que le viol aurait rapport avec l'attirance remettrait en cause la surpornographie, c'est-à-dire l'exposition de l'homme du quotidien à des images pornographiques sur tous les kiosques à journaux, sur toutes les publicités, sur tous les murs de sa ville. Non, ça, on ne peut pas, car ça viendrait freiner l'extension sans limite du libre-échange, du marché, du commerce, etc. Donc, puisqu'on ne peut pas contester l'extension sans limite du marché et la dénudation des femmes pour vendre plus de produits, alors c'est forcément que le viol, c'est autre chose, ça serait un moyen de menacer, de calmer, comme tordre le bras, ou tirer l'oreille, ou casser la figure à quelqu'un. Eh bien, on pourrait violer une femme. Voilà, comme si le type parfaitement normal du quotidien pouvait décider, soudainement, pour châtier une femme qui l'aurait privée d'un poste ou d'une augmentation, il pourrait décider d'avoir tout à coup une érection, et tout à coup de la circonvenir et de la pénétrer. Il faut simplement, à un moment, redéfinir un petit peu les chaînes causales, les chaînes logiques, mettre en avant, mettre en lumière quelques incohérences, mais ce simple travail-là, vous verrez que ces 2 dernières minutes vont déjà me valoir des problèmes. Très bien. La question qui se pose aussi, c'est de savoir si vous êtes d'accord avec Zemmour quand il écrit. Alors j'ai été recherché dans Le Premier Sexe, je me suis dit comme ça, vous allez me dire si vous êtes partagé son point de vue au-delà du sens de la formule qui appartient à Zemmour. Nous vivons une époque de mixité totalitaire castratrice. L'homme est devenu une femme comme les autres. Le féminisme est une machine à fabriquer du même. Ça va faire partie des points sur lesquels je vais être en accord avec Zemmour. Alors c'est drôle parce que une de mes vidéos récentes était un point de désaccord avec lui. Donc à ceux qui ont une vision un petit peu binaire des choses et qui diraient d'accord, c'est un Zemmour bis, c'est faux. J'ai intitulé une vidéo « Je suis en désaccord avec Zemmour » sur l'Arabie Saoudite. Allez la voir si vous le souhaitez sur ma chaîne YouTube. J'étais en désaccord avec lui sur le rôle émancipateur de MBS, Mohamed Ben Salman, dans le fait que les femmes d'Arabie Saoudite pouvaient conduire. Lui, il en avait une vision politique et sociale. Moi, j'en avais une vision économique en disant Zemmour a tort. Si elles vont conduire, c'est parce qu'il n'y a plus de job, il n'y a plus de pétrole. Bon. Donc je ne suis pas 100% sur sa ligne, je l'ai prouvé. Néanmoins, sur l'exemple que vous me citez, effectivement, ce qu'on appelle l'émancipation féminine est la volonté du marché, car elle poursuit le même but d'extension de la raison marchande. On a mis les femmes au travail parce que simplement ça faisait 50% de la population qui n'avait pas les moyens de consommer à sa guise. On a mis les femmes à fumer car ça faisait 50% de la population qui n'achetait pas ces Philip Morris et ces marques américaines. Et évidemment, la femme ayant une habitude d'achat plus spontanée, plus impulsive, plus liée aux tendances et à la mode, elle est le consommateur idéal. L'homme, vous le savez, on est des hommes tous les deux, quand on repère un modèle de pantalon qui nous plaît, on ne se demande pas si c'est la saison printemps, été ou hiver ou demi-printemps. Il nous va, on en achète 4. Comme ça, on est tranquille pour 2 ans. On sait très bien que la femme ou les femmes
petite discussion sémantique qu'on va pas avoir, mais on pourrait sur là où les femmes, est-ce que l'une, ce sont toutes ou pas, est un consommateur finalement rêvé. Et d'ailleurs, je vais être encore une fois un petit peu provoquant, les auteurs féministes, même reconnus comme étant la Bible, ont régulièrement noté cette crédulité féminine qui font partie de ces traits que je regroupe dans la face obscure de la femme. Crédulité féminine. Après, vous allez me dire que vous n'êtes pas dans la provocation, mais pourtant, est-ce qu'à chaque fois, c'est quand même ça, ça vous coûte cher d'être anti-féministe, mais vous poussez toujours le bouchon un peu plus loin. Je regardais vos vidéos là, sur Europe d'influence et je voyais, par exemple, vous avez consacré 3 vidéos à des attaques contre Marlène Schiappa. Est-ce que c'est pas déjà tout simplement facile? Alors, je vais me permettre de reformuler. Je n'attaque pas Marlène Schiappa. Je trouvais néanmoins dommage de parler de sa phase d'écrivain. Elle a eu une période comme ça, comme on en a tous eu. On a tous, peut-être vous également, Martial. Je ne sais pas si vous avez écrit vos rencontres. Elle a eu une période où elle a écrit sous pseudo des rencontres, et tous les journalistes en parlent sans jamais aller aux sources. Moi, je pense qu'une démarche intellectuelle un tout petit peu honnête consiste, dans la mesure où ces sources sont gratuites ou en tout cas abordables, à aller voir ce dont il s'agit. Donc je me suis procuré à mes frais un livre de Marlène Schiappa. J'en ai lu... Est-on sûr que c'est Marlène Schiappa? Toujours laissé un doute quand même. Oui, enfin, le Nouvel Obs et Envoyé spécial l'ont confondu. L'ont confondu, elle avait un sourire jusqu'aux oreilles en disant je ne peux vous le dire. Bon. Donc ce sont des romans... érotique. Elle a écrit des romans érotiques chez une édition parisienne, avec un pseudo de Marie Minelli. J'ai simplement proposé, puisque personne ne semblait vouloir aller au fond des choses, j'ai proposé la lecture sur ma chaîne YouTube de 3 de ces chapitres, et j'ai demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. C'est une lecture un peu comme un commentaire composé au collège. On vous faisait lire un sonnet de Ronsard et le commenter. Moi, j'ai fait du commentaire composé d'un texte érotique de Marlène Schiappa. Provocateur, voilà, mais quand même, vous l'avez mis de vous-même accessible qu'aux plus de 18 ans. Oui, alors, Internet est un espace de liberté, mais c'est une liberté quand même tolérée et contrôlée. Donc il ne faut pas non plus pousser trop loin l'utopisme sur Internet et penser que parce qu'on est online, on peut tout dire et tout faire. Les algorithmes se chargent de vous rappeler quand même à un certain devoir de réserve et d'intelligence. On ne peut pas tout dire, même sur Internet. Voilà. Enfin, dans ces 3 vidéos, vous dites tout. Ah, mais moi, je lis le texte. Ouais, vous commentez. Oui, parce que parfois, on peut pas... C'est pas un élément modérateur dans le commentaire. Non, parce que moi, je suis un sociologue humain. C'est-à-dire, je ne prône pas l'espèce de détachement absolu de celui qui se mettrait au-dessus de son sujet, au-dessus de son sujet. Comme disait je ne sais plus qui, je ne suis pas au-dessus des femmes, je suis contre tout contre. Je parle de ce que je connais bien. Et j'en ris, voilà. Donc c'est peut-être également ce qui exaspère mes confrères universitaires, c'est qu'effectivement j'appelle un chat et que je peux me marrer. Bien sûr, et puis pousser plus loin, toujours plus loin, eh bien c'est prendre la défense de Bertrand Cantat. Non, alors là vous faites allusion à un contenu qui me revient en tête. J'ai regardé une de vos vidéos, effectivement, importante d'ailleurs, qui a fait énormément de vues. Non, alors je ne défends pas Bertrand Cantat, je mets en parallèle le traitement qui est fait de Cantat post-peine effectuée à celui qu'on a réservé à un philosophe un petit peu oublié de nos jours, mais dont finalement le décès est assez récent, il est décédé dans les années 80 ou 90, je crois, Louis Althusser, qui a étranglé de sang-froid son épouse 10 ans avant sa mort, qui a été non seulement acquitté pour une histoire de code pénal réformé, etc., mais qui bénéficie, alors auprès de toute notre oligarchie bien pensante, intellectuelle, de gauche, cosmopolite, etc., qui bénéficie d'une espèce de passe-droit, voilà, il a été blanchi, une espèce de réécriture. Il l'aurait... Donc, un certain Bernard-Henri Lévy, je ne sais pas si vous le connaissez, aurait dit, je mets un conditionnel, parce que vous savez, les propos qu'on n'a pas entendus soi-même, il faut toujours se méfier avant de les citer, aurait dit qu'en l'étranglant, en fait, il aurait voulu se suicider, mais il aurait raté. Donc, en fait, il se serait suicidé par personne interposée, mais qu'il restait un modèle à qui il devait tout, etc. Donc, je me permets parfois, non pas de défendre des causes, je ne défends ni Cantat, ni Bill Cosby, ni personne. Je fais de la mise en perspective. Je mets en perspective des faits qui, par leur déroulement, par leur séquence, peuvent se rapprocher. Je les compare et je mets en regard les sorts de ces 2 individus. Cantat, à qui on interdit de se produire et dont il devrait...
on voudrait l'exiler comme ça sur une exoplanète. Et à côté, un Althusser qui a fini ces 10 dernières années encensé de compliments de toute la gauche bien pensante. Oui, mais néanmoins, quand vous dites ça, moi je veux bien vous croire. Mais est-ce qu'il est nécessaire, par exemple, de dire oh ben Bertrand Cantat, j'adore ses disques, j'adore ses musiques. Si, vous ouvrez la j'aime Bertrand Cantat, si. Dites Marie Trintignant, une comédienne, mais qui connaît ses films, qui peut en citer 4, 3, 2, 1 Moi-même, dites-vous, j'en connaissais aucun. Ça, c'est de la provocation. Alors non, ça c'est une hypothèse psychosociologique où je cherche à comprendre la cause du côté éternel de la haine qu'on voue à un Bertrand Cantat, étant donné que a priori il a purgé sa peine. Je me dis mais qu'est-ce qui peut justifier le ni pardon ni oubli à son égard? Et pour ne pas être complotiste et pour faire une hypothèse finalement la plus plausible du monde, je me dis, mais cette haine éternelle ne serait-elle pas due au fait qu'en ôtant la vie de quelqu'un dans ces conditions-là, on lui ôte la vie 2 fois? Une première fois par le drame tel qu'il se produit, mais une seconde fois parce qu'on lui ôte également la mémoire de sa mort. Quand vous cherchez aujourd'hui sur notre ami Internet, vous savez, Google est notre ami, dit-on, quand vous cherchez aujourd'hui la vie, les réalisations, l'existence d'une victime d'un homicide ou d'un féminicide, diraient les féministes, en réalité, vous ne trouvez comme résultat que la vie de son bourreau. Donc ce sont des hypothèses de psychosociologie que d'aucuns, par rapport à son ressenti, peuvent juger plus ou moins provocantes. Mais je pense que, comment dire, la crainte de ce qu'on va trouver ne doit pas dissuader de chercher. En tout cas, c'est ma philosophie. Stéphane Edouard, vous n'êtes plus le sociologue d'M6. Comment vous l'avez vécu, cette exfiltration, comme vous dites? Le fait d'avoir été viré, c'est dur, c'est compliqué, vous avez plus les appels téléphoniques, mais dit l'autre jour, j'ai plus d'appels téléphoniques, etc. C'est un autre temps, un autre moment. Comment vous l'avez vécu? Alors, un auteur que j'ai beaucoup lu étant jeune et qui est peu cité, alors je vais lui rendre hommage au passage, qui s'appelle Henri de Monterland, disait elle était contente d'avoir souffert un peu, il faut avoir des notions de tout. Concrètement, vous avez souffert. Concrètement, effectivement, ce n'est pas agréable de recevoir des menaces, des centaines de courriers, des lettres à votre domicile, parce qu'on trouve toujours une manière de savoir où vous habitez. Ce n'est pas très agréable de voir que les gens avec qui vous avez collaboré, tout à coup, ne vous répondent plus au téléphone. Mais c'est l'envers. Vous disiez que dans la télé-réalité, les producteurs, ils avaient des cartes à puce provisoires. Enfin, expliquez-moi ça, parce que je n'ai pas bien compris. Je disais avoir eu des témoignages par des candidats d'une certaine production que je ne nommerai pas, dans le cadre d'une émission que je ne nommerai pas, que les gens le staff du tournage avec qui ils échangeaient quasiment quotidiennement pendant des semaines ou des mois, eh bien, bizarrement, à J+1 de la fin du tournage, les numéros sonnaient comme non attribués. Et donc j'ai émis l'hypothèse que pour se débarrasser de ces candidats perdants, de ceux dont on ne veut plus entendre parler à la fin de l'émission, parce que on peut en sortir un ou deux en disant que en les iconifiant un petit peu, et puis on peut les réutiliser pour d'autres émissions porteuses, mais ce n'est que un ou deux. La plupart retournent à leur anonymat et à leur quotidienneté. Ils le vivent parfois pas très bien. Et puis, il peut leur arriver de rappeler, d'essayer de rentrer dans le jeu quand c'est encore fini, de se replacer pour une autre émission. Et là, la production, je ne cite personne, les productions n'en veulent plus de ces gens-là. Vous avez essayé de rappeler, vous? Moi, en fait, on m'a envoyé un billet d'avion. Donc, j'ai même pas eu besoin de rappeler. On m'a dit, rendez-vous pour la saison 2, voilà ton billet d'avion. Et je suis arrivé et on m'a dit, non, en fait, garde le billet, mais c'est pas toi la saison 2. Alors vous êtes youtubeur à succès maintenant. Est-ce que c'est une nouvelle profession qui vous convient, qui vous donne toute satisfaction? En fait, je suis réfugié sur YouTube, un petit peu bon gré mal gré, volins nolins, comme dirait l'autre. Tout simplement parce que c'était la liberté d'Internet de pouvoir à peu près dire ce que l'on souhaite, enfin ce que souhaite l'algorithme. Un youtubeur pur jus,
Un youtubeur pur jus est quelqu'un qui vit des revenus tirés de YouTube. Moi, je ne monétise pas, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de bannière, mes vidéos ne sont entrecoupées d'aucune publicité intempestive. C'est une manière de faire savoir mon existence et mes contenus. Et puis, si on le souhaite, on se rend sur mon site homme d'influence pour les commander. Donc, je réfute un petit peu pour la forme. Pour la forme, je réfute un petit peu le terme de youtubeur. Un youtubeur fait deux choses. Un, il vous met des pubs tout le temps, le plus possible. Et deux, il vous pousse des produits. Produits que des sponsors lui mettent entre les mains. On lui dit, porte telle chemise et mentionne ma marque. Mentionne la marque de ton appareil photo. Je ne fais pas ces choses-là. Ma chaîne est entièrement gratuite. Et si on a envie de la consommer et puis de ne jamais venir à une de mes conférences ou de ne jamais la télécharger, eh bien, il n'y a pas de problème, je ne vous pousserai pas de publicité, je ne vous pousserai pas de produits cachés. Dont acte, dernière chose, qu'est-ce que vous avez encore à dire? Vous avez 40 ans, qu'est-ce que vous souhaitez dire? Sur YouTube, vous avez toutes les possibilités du monde. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui votre combat? C'est quoi? Ça se résume à quoi? Vous avez 10 secondes pour le dire. Alors, c'est pire que YouTube ici. Je vais vous répondre ce que répondait mon mon maître en théâtre, Jean-Laurent Cochet, quand on lui disait « Mais tout le monde ne peut pas être comédien, il n'y a pas assez de place. » Et bien, il disait « Même si vous devenez pharmacien, je vous aurais appris le discernement. » Merci beaucoup Stéphane Edouard, homme d'influence. Merci Martial Bild, TV Liberté.